écoutez RFI, il est minuit et demi à Paris, 22h30 à Bamako et en temps universel. C'est Guillaume Cordeau que vous retrouvez pour la dernière édition d'Afrique Soir. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Johannesburg qui bascule dans l'opposition en Afrique du Sud. Un nouveau maire a été élu. Il s'agit d'un milliardaire noir qui s'est fait tout seul, Herman Mashaba. Il a été désigné au terme d'une folle journée où une conseillère municipale de l'ANC, le parti au pouvoir, est décédée d'une crise cardiaque. Un djihadiste présumé qui s'excuse devant la Cour pénale internationale de La Haye aux Pays-Bas, c'est une première. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi reconnaît des actes diaboliques. Il est accusé de crimes de guerre pour avoir détruit une dizaine de bâtiments historiques à Tombouctou. C'était en 2012 quand la ville était contrôlée par Acmi et Ansar-Dine. Il demande pardon à son peuple. Le site d'information Iwachu au Burundi en mode hommage toute la semaine. Il se souvient qu'il y a un mois, son journaliste Jean Bigirimana disparaissait. Une plainte va être déposée contre X. Dans un quart d'heure, nous reviendrons sur l'arrivée des djihadistes à Tombouctou au Mali. Notre invité garde avec sa famille un mausolée qui a été détruit en 2012. Il nous racontera comment il a vécu cette période sous le joug des islamistes. Un maire d'opposition élu dans la soirée dans la capitale économique d'Afrique du Sud, Johannesburg, après une journée de forte tension. C'est Herman Mashaba, un milliardaire noir autodidacte qui a été désigné. Il a bénéficié du soutien de plusieurs partis d'opposition ligués contre le parti au pouvoir, l'ANC, arrivé en première position municipale, mais qui ne disposait pas de majorité absolue. Johannesburg est donc la troisième grosse ville à tomber dans les mains de l'opposition après Pretoria et Port Elizabeth. Bilan de cette journée mouvementée avec Alexandra Branjon. And 144 for Herman Mashaba. Après une journée tendue, l'opposition a donc remporté Johannesburg. Herman Mashaba a été élu par une coalition de l'opposition. Pas moins de 6 partis d'opposition se sont ralliés derrière lui pour faire barrage à l'ANC du président Jacob Zuma. L'ANC qui était pourtant arrivé en tête des élections municipales. Tout un symbole, Johannesburg est la troisième grosse municipalité à passer aux mains de l'opposition après Port Elizabeth et Pretoria. Pour le nouveau maire, Herman Mashaba, il faut du changement et la priorité est l'emploi. Nous allons effectuer des changements qui vont créer des emplois. Sur plus de 800 000 habitants, 1 sur 3 sont sans emploi. Nous devons nous attaquer à ce problème et nous devons le faire d'urgence. L'Afrique du Sud, ce n'est pas cela. Remettons cette ville sur les rails pour que nous puissions restaurer la dignité des Sud-Africains. So that we can give our people dignity. Mashaba qui a écourté son discours pour rendre hommage à une conseillère municipale de l'ANC décédée dans la soirée d'un arrêt cardiaque. Alexandra Branjon, Johannesburg, RFI. C'est un procès inédit à plus d'un titre qui a débuté ce lundi devant la Cour pénale internationale de La Haye aux Pays-Bas. Tout d'abord par son contenu. Il aborde pour la première fois la destruction de biens culturels classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est la première fois que l'accusé, qui plus est un djihadiste malien présumé, plaide coupable. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi demande pardon à son peuple pour les faits qui lui sont reprochés, des actes diaboliques selon lui. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi est accusé d'avoir ordonné la destruction de 9 mausolées et d'une porte de mosquée à Tombouctou en 2012. À l'époque, la ville était tenue par les islamistes d'Acmi et d'Ansar-Dine, dont il aurait fait partie. Écoutez un extrait de ses propos. Je me tiens ici devant vous, le cœur lourd, triste et soucieux, privé de liberté et de la compagnie de mes proches et de mes êtres chers, mais prêt à accepter la sanction que votre cour jugera appropriée. Je ne peux m'empêcher de caresser l'espoir que votre sanction ouvrira la porte de la réconciliation avec la population de Tombouctou, en particulier, et avec le peuple malien en général, ainsi qu'avec l'ensemble de l'humanité. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, ce lundi à la Cour pénale internationale de La Haye, où il est poursuivi pour crime de guerre, pour avoir détruit des édifices religieux, car la destruction de biens culturels est devenue, selon des observateurs, le moyen de propager un climat de peur. C'est donc un accusé loin d'être ignorant, mais éduqué, qui s'est présenté devant la Cour, Laura Martel. Avec son costume foncé, ses lunettes métalliques et ses longs cheveux bouclés soigneusement tirés vers l'arrière, Ahmad Al-Mahdi renvoie l'image d'un homme discret, policé. Il écoute, studieux, le rappel des charges, même si son regard est parfois lointain. Quand il demande à la Cour de s'exprimer, c'est avec calme et déférence.
Durant une dizaine de minutes, il lit une déclaration dans laquelle il s'excuse auprès des habitants de Tombouctou, des Maliens et même de l'humanité. Il explique avoir cédé à la pression des leaders d'AQMI et d'Ansardine, demande pardon, appelle à la réconciliation et termine par un conseil aux musulmans, résister à ce genre d'action néfaste. Mais si les mots sont forts, le visage, lui, reste impassible. Difficile d'imaginer qu'il s'agit du même homme dont le substitut du procureur décrit ensuite le rôle déterminant dans la destruction des mausolées. D'abord en les déclarant illégaux au regard de la charia, même s'il est reconnu qu'Elmadi avait déconseillé de les détruire pour ne pas risquer l'ire des Tombouctiens. Mais surtout dans la mise en œuvre implacable. C'est lui qui choisit les mausolées à raser et dans quel ordre, lui qui mobilise les hommes et les moyens, lui encore qui est filmé pioche à la main ou justifiant, je cite, « Ce que nous venons de faire pour ces tombes s'inscrit dans notre lutte contre les pratiques déviantes ». Autant de faits qu'il a reconnus. Laura Martel-Lahaye, RFI. 23h35 à Kinshasa, un calme précaire règne désormais au siège de l'UDPS, le parti d'Étienne Tshisekedi en République démocratique du Congo. Des coups de feu ont été entendus dans la soirée lors d'affrontements entre policiers et militants. Les forces de l'ordre auraient évacué les occupants des locaux. Des jeunes distribuaient des tracts selon des habitants du quartier. La police parle, elle, de barricades et de pneus brûlés. Augustin Kabouya, chargé de communication au sein de l'UDPS, s'insurge. Ils veulent étouffer notre manifestation de mardi, dit-il. Le rassemblement de l'opposition a décidé d'organiser une journée ville morte dans les prochaines heures pour protester contre la convocation de la réunion préparatoire au dialogue national décidée par le facilitateur de l'Union africaine, Edem Kodjo. Cette nuit, la majorité au pouvoir en RDC déplore l'attitude contre-productive d'une partie de l'opposition. Un site en noir et blanc et un logo paré d'un brassard de deuil. Voilà comment la rédaction d'Iwachu a décidé de rendre hommage à son journaliste disparu il y a un mois au Burundi, Jean Bigirimana. Le directeur de la publication signe un long éditorial pour s'en souvenir. Son journal est le dernier média indépendant qui subsiste dans le pays. Plus personne n'a de nouvelles du journaliste et l'enquête piétine. Antoine Kabouraé annonce qu'il va porter plainte contre X. Mais ce lundi était aussi une date très importante au Burundi pour la liberté de la presse. Un reporter du pays a été distingué par un prix international, le prix Peter Mackler du Global Media Forum qui récompense le courage et l'éthique dans la profession. Ce journaliste, c'est Eloge Willy Caneza, 34 ans, représentant d'un collectif créé après la fermeture de plusieurs stations de radio et qui informe à travers des supports numériques. Écoutez le lauréat contacté par Carole Valade. Je ne fais que mon boulot, mais aussi je ne fais que servir ma nation que j'aime beaucoup, le Burundi. Mais il y a aujourd'hui des gens qui comprennent toujours pas le métier de journalisme, qui ont toujours tendance à assimiler les journalistes aux opposants. Justement, les deux devises de SOS Média Burundi sont d'abord pour que le monde sache et ensuite les faits, rien que les faits. Quel sens leur donnez-vous ? Nous, on ne verse jamais dans nos commentaires parce que c'est dans ce cadre que notre collectif est né. À cette époque, il y avait beaucoup de rumeurs. Les radios indépendantes venaient d'être détruites et il y avait beaucoup de rumeurs. Nous sommes des journalistes, nous ne sommes pas des imposteurs, nous ne sommes pas des gens qui s'improvisent. C'est pourquoi on a dit les faits, rien que les faits. Et puis, pour que le monde sache, il faut que le monde sache ce qui se passe dans notre chère patrie. Et Eloge Willy Caneza recevra son prix le 13 octobre prochain au National Press Club de Washington. Qui sont les vengeurs du delta du Niger, ce groupe de rebelles qui annonce déposer les armes après avoir semé le chaos pendant 8 mois dans le sud du Nigeria. On sait qu'ils ne reconnaissaient pas la légitimité du président Muhammadu Buhari, venu du nord et musulman. On sait aussi qu'ils ont détruit de nombreuses infrastructures pétrolières, des oléoducs dans le pays, ralentissant l'économie. Mais pourquoi font-ils aujourd'hui volte-face après avoir refusé de discuter avec le gouvernement et annoncer l'indépendance possible de leur région le 1er octobre prochain ? Est-ce à cause de l'opération militaire lancée le mois dernier par Abuja pour contrer leurs attaques ? En tout cas, les vengeurs du delta du Niger réclament que les autorités cessent leurs intimidations et arrêtent, je cite, d'agresser des citoyens innocents. Coralie Pierret. Depuis l'élection du président Muhammadu Buhari, les vengeurs du delta du Niger multiplient les actes de vandalisme contre les installations pétrolières.
L'objectif de ce groupe est d'utiliser le sabotage pour faire entendre leurs revendications politiques et ainsi pouvoir négocier avec les autorités, explique le chercheur Hamzat Boukari Yabara. L'une des dernières attaques en date, celle du pipeline de Forcados, qui avait poussé la compagnie Shell à fermer son terminal. Lourde conséquence pour l'économie nigériane déjà en difficulté. La production de pétrole est en chute libre. Elle a diminué de 21% par rapport au mois de janvier selon l'OPEP, alors que l'or noir constitue les 3/4 des recettes de l'État. Reste à savoir quels seront les termes des discussions entre le groupe des vengeurs du delta du Niger et le gouvernement, car les conditions d'une trêve avaient déjà été négociées par l'ex-administration avec le MEND, le mouvement historique des troubles dans la région. Mais l'an dernier, l'actuel chef de l'État annonçait vouloir mettre fin au programme d'amnistie négocié par son prédécesseur, Goodluck Jonathan. Une chaîne de télévision et de radio privée d'émettre en Zambie sont accusées de manque de professionnalisme. Ces stations ont mis en danger la paix nationale et la sécurité, selon le patron de l'IBA, l'autorité indépendante de l'audiovisuel. Ces interdictions interviennent à peine quelques jours après la réélection d'Edgar Lungu, le président à la tête du pays. Ces retraits de licence sont qualifiés de censure par l'opposition. Il est minuit et 41 minutes à Tripoli, en Libye. Désaveu du gouvernement d'union nationale. Ce lundi, le parlement de Tobrouk, basé dans l'est du pays, a refusé de lui accorder sa confiance. L'Assemblée d'élus a réussi à dégager une majorité contre le GNA. Depuis sa création, il y a 8 mois, et son arrivée à Tripoli par la suite, le gouvernement d'union nationale peine à asseoir sa légitimité. Ouda Ibrahim. Depuis le 29 mars, date de l'arrivée du gouvernement d'union nationale en Libye, suite à l'accord politique interlibyen signé au Maroc et parrainé par l'ONU, c'est la première fois que le Parlement, installé à Tobrouk, arrive à réunir le quorum. Selon un communiqué diffusé hier par le Parlement, 101 députés étaient présents, sur un total de 198 parlementaires. Aguila Saleh, le président de cette instance, ainsi que 61 députés ont voté contre Tripoli. 39 membres se sont abstenus et un seul a voté pour. La majorité de parlementaires trouve que le GNA a échoué dans sa mission. Il a montré son incapacité à gérer le pays, indique le député Reda Amran, avant d'ajouter que ce gouvernement né faible a déjà perdu 4 de ses membres. Le Parlement a demandé au Conseil présidentiel de constituer dans les 15 jours un nouveau gouvernement de crise qui sera composé de 8 à 12 ministres. En attendant, le Parlement a affirmé que toutes les décisions adoptées par le Conseil présidentiel étaient considérées comme nulles et non avenues. Selon l'annonce constitutionnelle issue de l'accord politique de décembre 2015, il revient au Parlement de donner la confiance au gouvernement. Ouda Ibrahim sur Radio France Internationale. Le parti islamiste, le PJD, à la tête du gouvernement, secoué par une affaire de mœurs au Maroc. 2 des responsables de son aile religieuse, le mouvement Unicité Réforme, sont cités pour avoir été retrouvés dans une position sexuelle dans une voiture sur la plage de Mohamedia. Moulay Omar Ben Hamad et Fatima Neja ont été arrêtés par la police. Ils ont tous les deux été suspendus de leurs fonctions pour faute gravissime ayant, selon leur mouvement, eu une attitude contraire aux valeurs. Au Maroc, toujours, où les sondages d'opinion politique sont suspendus, les autorités les ont interdits jusqu'aux législatives d'octobre. La campagne électorale doit commencer en septembre. Les contrevenants s'exposent à des peines d'1 mois à 1 an d'emprisonnement. En Algérie, la polémique enfle autour de la décision de l'athlète Taoufik Marloufi de rester en Europe après les Jeux Olympiques de Rio au Brésil qui se sont terminés la nuit dernière. Le coureur double médaillé d'argent en 800 et 1500 mètres a accusé dimanche les responsables du sport algérien d'abandonner les athlètes à leur sort. Mais qu'en pensent les principaux concernés? Écoutez la réaction de Nourdine Eni, il est ancien joueur et sélectionneur de l'équipe algérienne de handball. Taoufik Marloufi, après sa médaille d'or aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, il a été un petit peu délaissé par la Fédération algérienne d'athlétisme et par le comité olympique algérien. Et donc, il s'est pris en charge lui-même. Ce Marloufi avait déjà un nom. Il partait à Rio avec déjà ce titre de champion olympique. Pour les autres, c'est des jeunes qui sont là. C'est déjà un exploit que d'arriver à des Jeux Olympiques. C'est pas donné à n'importe qui de participer à des Jeux Olympiques. On se concentre sur les compétitions continentales et arabes. On ne sait pas que le niveau mondial, ça demande beaucoup plus de moyens.
le tort revient à certains responsables du sport algérien. C'est des gens qui sont accaparés donc de responsabilités au niveau du comité olympique algérien et qui sont là pour leurs privilèges au détriment donc des athlètes qui ne savent pas que le sport c'est devenu quelque chose de très scientifique qui demande d'énormes moyens. Donc je pense que Marloufi a dit des vérités. L'État met les moyens au niveau de ces institutions, et ces institutions ne les distribuent pas comme il le faut. Et Marloufi a eu le courage de le dire. Propos recueillis par Fabrice Wimoré, il est minuit 45 à Paris. Guillaume Courdeau. Merci d'écouter Radio France Internationale. Au programme du prochain quart d'heure, le journal des sports avec Hugo Moissonnier. Et nous reviendrons bien évidemment sur les Jeux Olympiques de Rio. Le rappel également des titres internationaux. Mais tout d'abord, c'est l'invité du soir. C'est un témoin précieux à présent que vous allez entendre sur RFI. Alpha Sanchirfi a vécu l'arrivée des djihadistes à Tombouctou, au Mali, en 2012. Il voit le mausolée qu'il garde, lui et sa famille, détruit. Il nous raconte ce qu'il a vu, interrogé par Anthony Fouchard. Bonjour Alpha Sanchirfi, vous êtes de Tombouctou, vous avez grandi là-bas. Vous gardez, votre famille garde depuis des années un des mausolées qui a été détruit pendant les événements, le mausolée Alpha Moya. Tout d'abord, est-ce que vous vous souvenez de la vie pendant l'occupation de la ville par les djihadistes ? Bon, dès le début, on avait des appréhensions parce qu'ils ont apporté de nouvelles idéologies, parce que Tombouctou a toujours été caractérisé par un islam tolérant. Alors ils avaient un autre discours. Ils ont passé tout le temps à prêcher et que ceci n'est pas bien, ceci n'est pas faisable. Alors donc on voyait vraiment une menace par rapport à ce que nous avions comme conception, par rapport à ce que nous avions comme conviction. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel a été le signal, quand a été donné l'ordre de détruire les mausolées ? En fait, il y a eu une prêche un vendredi. Il parlait d'idolâtrie, de mausolées qui étaient interdits, ceci, cela. Et donc le lendemain, le samedi, ils sont passés au niveau de certains mausolées qui n'ont pas de suite cassé, mais ils ont brisé les portes. Ils ont détruit ce qui est à l'intérieur. Donc c'est une semaine après, ils sont repassés pour casser les mausolées. Et quelle a été la réaction de la population et votre réaction aussi des habitants de Tombouctou quand vous avez vu ça ? Bon, on était vraiment sidérés, mais nous avons gardé notre calme, parce que nous nous sommes dit que en fait, le mausolée n'est qu'un symbole, et un symbole, on ne peut pas le détruire. Quand tu détruis le symbole, ça devient encore plus fort. Leur intention première, c'était de choquer. C'est-à-dire que dans leur entendement, on vénérait les saints, alors qu'il n'en est rien. Donc ils ont dit que bon, vraiment, s'ils s'attaquent aux saints, les populations vont réagir et ce serait pour eux l'occasion de sévir. Mais les gens étaient là, impassibles. Les gens étaient vraiment peinés, ils étaient vraiment touchés, mais ils ont encaissé. Et vous, qu'est-ce que vous avez ressenti personnellement quand vous avez vu votre mausolée et les autres, bien sûr, se faire détruire par les djihadistes ? Bon, vraiment, c'est un sentiment de grande frustration, un sentiment d'impuissance. C'était une façon de nous narguer, une façon de nous faire mal, de nous toucher. Vous vous souvenez d'Al-Faki à l'époque, à Tombouctou ? Oui, je me souviens de lui, bien sûr. Il était très actif, il était parmi le groupe de ceux qui détruisaient les monuments. Parce qu'à chaque destruction, on était là, mais on observait, on les voyait. Et donc vous avez vu Al-Faki autour de ces groupes-là ? Oui, ça, je l'ai vu. Qu'est-ce qu'il faisait ? Et il faisait partie de ceux qui détruisaient. Et avant ces événements, vous connaissiez Ahmad Al-Mahdi Al-Faki ou pas du tout ? Bon, Al-Faki, avant l'arrivée des djihadistes, il était un simple professeur d'arabe. Alors donc, quand ce groupe était venu, on l'a vu avec eux, en tant qu'idéologue, en tant de véhiculer, comme on dirait, une autre philosophie. Alors ce procès, on l'a dit, il est historique, il est inédit. C'est la première fois que quelqu'un doit répondre à ce genre de chef d'accusation. Première fois également que l'accusé plaide coupable. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Pour moi, ça représente quelque chose d'important parce que c'est quand même une preuve que l'impunité n'existe pas. Donc vraiment, même s'il y a eu des crimes plus graves, qu'ils s'assument, pour moi c'est une première et puis c'est important. Bon, vraiment, ça m'inspire quand même de l'espoir parce que, à mon sens, c'est un premier pas franchi. Si vous étiez au procès aujourd'hui à La Haye, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Al-Faki ou aux personnes présentes là-bas ? Bon, j'aurais vraiment envie d'exprimer mon indignation
indignation par rapport à cet acte injustifiable. La plupart des mausolées, c'est que les gens ignorent, c'est-à-dire qu'on n'a pas délibérément construit des maisons, des mausolées sur les saints. Non, la plupart des saints sont entrés dans une chambre de leur maison. C'est une chambre qui était là, on n'a jamais érigé une maison sur un quelconque saint. Donc vous, c'est ce genre de choses que vous auriez envie de dire, de replacer un peu la vérité historique? Voilà, exactement. Exactement, c'est ça. Les djihadistes, c'est justement leur combat, parce qu'en fait, c'est ce qui nous a amené justement à avoir peur pour les manuscrits. Parce que les manuscrits, dans les manuscrits, il y a certaines vérités qui les contredisent. Alors donc, leur objectif vraiment, c'est de pouvoir détruire tout ça et de falsifier les documents. Parce que s'il faut un peu plonger dans l'histoire, il dirait qu'il y a toujours cette volonté de falsifier l'histoire à son avantage. Merci Alpha Sancherfi. Merci. Entretien signé Anthony Fouchard. À la une de l'actualité, l'Europe n'est pas finie après le Brexit. C'est Matteo Renzi qui le dit. Le chef du gouvernement italien organisé ce lundi un mini-sommet avec Angela Merkel et François Hollande en Méditerranée pour relancer le projet européen. Et puis Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, se lance officiellement dans la course à l'Elysée pour l'année prochaine. Il l'annonce dans un nouveau livre, Tout pour la France, à paraître ce mercredi. Et c'est tout de suite le journal des sports avec Hugo Moissonnier. Bonsoir Hugo. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Alors la fête est finie, les Jeux Olympiques de Rio se sont fermés la nuit dernière. L'heure est donc logiquement au bilan pour les athlètes africains. Et ce bilan est plutôt bon puisqu'ils ne remportent certes que 10 médailles d'or, soit 2 de moins qu'à Londres en 2012, 3 de moins qu'à Pékin en 2008. Mais les sportifs du continent reviennent également de Rio avec 45 breloques dans leur besace. C'est un nouveau record. Et cette année encore, les Africains ont surtout brillé sur les pistes d'athlétisme. Éric Chorin. 45 médailles que se partagent 11 pays africains. Le trio de tête est sans surprise. Le Kenya et ses 13 médailles, dont 6 en or, tout en athlétisme, règne encore sur la scène continentale. Sur la deuxième marche, l'Afrique du Sud avec ses nageurs et ses athlètes repart de Rio avec 10 médailles, dont 2 en or. Podium complété par l'Éthiopie, 8 médailles, mais une seule en or. Le Kenyan David Rudisha qui conserve son titre sur 800 mètres. L'Éthiopienne Alma Zayana qui améliore de 14 secondes le record du monde du 10 000 mètres féminin, vieux de 23 ans. Et le Sud-Africain Wade Van Niekerk qui fait de même sur 400 mètres, en effaçant des tablettes le légendaire Michael Johnson, ont marqué ces Jeux de leur empreinte. Autre fait marquant, 3 pays ont décroché la 2e médaille olympique de leur histoire. Le Burundi avec Francine Niyonsaba en argent sur 800 mètres, le Niger avec Issoufou Alfaga Abdulrazak en argent au taekwondo, et la Côte d'Ivoire qui fait mieux encore avec ses 2e et 3e médailles dans l'histoire des Jeux, toutes deux au taekwondo. Cheikh Cissé devenant tout simplement le premier champion olympique ivoirien. Éric Chorin, Rio, RFI. Et après cette parenthèse olympique, Hugo, l'actualité sportive reprend son cours. C'est bien normal, avec une place de choix pour le football. La Guinée-Bissau participera bien à sa première CAN au Gabon. Et oui, le pays n'est pas sanctionné par la Confédération africaine de football, malgré les réclamations de la fédération zambienne. Cette dernière contestait l'éligibilité du Bissau-Guinéen Papa Massam Baye, présent sur la pelouse lors de la victoire décisive de son pays face au Chipolopolo début juin à l'occasion de la 5e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique. Selon les Zambiens, le joueur avait joué pour le Sénégal et ne pouvait donc pas évoluer avec la Guinée-Bissau. Une accusation rejetée par la CAF. Outre la Guinée-Bissau, 15 autres équipes se rendront à la CAN 2017. Oui, nous connaîtrons dans quelques jours les 6 derniers qualifiés. La dernière journée des éliminatoires aura lieu les 2, 3 et 4 septembre prochains. La République démocratique du Congo ne doit pas perdre face à la Centrafrique pour valider son billet pour le Gabon. Florent Ibenge publie ce lundi une liste définitive de 27 joueurs pour cette finale du groupe B. Le milieu offensif Gaël Kakuta pourrait porter le maillot des Léopards pour la première fois à 25 ans, ancien espoir du foot français, ancien joueur de Chelsea. Il évolue désormais en Chine, au Hebei Chania Fortune. Benik Afobe de Bournemouth et Britt Assombalanga de Nottingham Forest, de club anglais, pourraient également fêter leur première sélection. Dumersim Bokani n'est pas là, en revanche, lui qui a pourtant mis fin à sa retraite internationale. Chez les jeunes, Hugo, les affiches du 3e et dernier tour des éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans sont désormais connues. Mais oui, puisque le 2e tour a livré son verdict ce week-end. À suivre à la mi-septembre, Ghana
Côte d'Ivoire, Niger, Gabon, Mali, Éthiopie, Sénégal, Guinée, Soudan, Cameroun, Tanzanie, Congo, Brazzaville et Angola, Comores. Les matchs retour auront lieu fin septembre et début octobre. Les 7 qualifiés se rendront à Madagascar en avril 2017 pour la prochaine CAN des moins de 17 ans. Voilà, c'est noté. Le football toujours, mais côté club cette fois, retour des Coupes d'Afrique ce mardi. Dernière journée des phases de poule. En Coupe de la Confédération, le tout-puissant Mazembe, déjà qualifié pour les demi-finales, va tenter de sécuriser sa première place dans le groupe A face aux Young Africans. Un nul à domicile suffirait aux Congolais face à des Tanzaniens déjà éliminés. Mais les champions d'Afrique en titre doivent également se reprendre après leur défaite 3-2 au Ghana face à Medeama, prévient leur entraîneur Hubert Velud. On va jouer à fond, ce qu'on veut c'est gagner chez nous. Déjà rattraper un peu ce résultat un peu malheureux qu'il y a eu à Medeama. Quand on s'appelle Mazembe, tous les matchs à domicile, on se doit de les gagner. Donc on pense même pas au match nul, on pense surtout à gagner le match et surtout à progresser aussi dans le jeu encore. Même si les derniers matchs ici ont été de bonne facture, il faut qu'on continue à progresser aussi pour la suite. On n'a pas de soucis, au contraire, pratiquement tout va bien. Il y a très peu d'absents, très peu de blessés. On touche du bois parce qu'on va compter sur tout le monde pour cette campagne de la CAF qui est très importante pour le club. Il faut confirmer pour pouvoir marquer des buts ici à Kamalondo. Est-ce qu'il y a des joueurs pour qui vous souhaiteriez améliorer, par exemple, le temps des jeux ? Oui, sans doute, mais c'est pas ici que je vais dévoiler mes plans. Mais c'est vrai que l'équipe va pouvoir peut-être tourner un peu pour mettre tout le monde dans le coup, tout le monde dans le rythme, mais aussi gérer un peu les cartons, parce qu'il faut pas oublier que les gens qui prennent un deuxième carton demain sont suspendus en demi-finale. Donc il y a aussi cette gestion-là qui est à prendre en compte. Toujours dans la poule B, le Mouloudia Béjaïa affronte les Ghanéens de Medeama. Les deux équipes sont encore à la lutte pour la deuxième place en demi-finale. Avantage aux Ghanéens, actuellement deuxième avec 3 points d'avance. Dans le groupe B, le FUS de Rabat recevra les Tunisiens de l'Étoile du Sahel. Les deux formations, déjà certaines d'atteindre le dernier carré, se disputeront la première place de l'ampoule. Avantage pour l'instant aux Marocains. Enfin, en Ligue des Champions, un match sans grand intérêt à suivre ce mardi dans le groupe B entre les Nigérians d'Enyimba, déjà sortis, et les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns, déjà qualifiés eux pour les demi-finales. Merci Hugo Moissonnier. Et c'est dans quelques instants à présent le zapping d'appel sur l'actualité avec Marie Casadebé. On parle toujours de sport. RFI, la sélection du mois. Jokla. Faboli Days. RFI. Suivez le zapping d'appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Ce matin, nous avons dressé ensemble un bilan des Jeux Olympiques de Rio au Brésil. Vous nous avez dit quelle image vous reteniez de ces 15 jours de compétition. Ces 2 semaines de compétition, l'exploit et l'entrée dans l'histoire de Usain Bolt avec un triplé historique. Je garde aussi, et ce n'est pas par chauvinisme, mais quand même le bilan de la France. Je suis très fier de la performance de nos handballeurs, même si pas réaliser les triplés. Je garde aussi l'image d'un couple de boxeurs, Yoka et Moseli, qui est au-delà de l'histoire d'amour. C'est une histoire sportive qui est exceptionnelle, qui nous a fait vibrer, qui nous a fait beaucoup de bien. Je suis marqué et je reste marqué par cette disqualification de la judoka française pour un geste de mise de la main en opposition. J'ai 2 choses par rapport à ces jeux. La première, d'abord, c'est qu'il faut véritablement décerner un satisfait à Rio pour l'organisation de ces jeux. Nonobstant les incertitudes qui ont plané sur ces Olympiades, à l'arrivée, je pense que l'organisation s'est globalement très bien déroulée. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est par rapport à la performance des sportifs africains. Et 43 médailles, c'est très peu. On est très heureux. On aurait voulu avoir un peu plus avec Marie-Josée Talou et Muriel Aubry. Malheureusement, elles n'ont pas pu arriver là où on les attendait. Nous sommes comblés de joie au Niger. Issoufou Alphaga nous a vraiment réjouis. Le Niger est rentré aussi dans l'histoire après 44 ans de jeux. On n'a pas eu de médaille. Et cette fois-ci, nous ne sommes pas partis pour la figuration seulement. Tout le peuple nigérien est vraiment satisfait de sa compétition. Et les Jeux olympiques de toutes les inquiétudes à cause de
la fameuse possibilité du virus Zika qui était présente. Demain, nous parlerons du procès d'un djihadiste malien devant la CPI pour destruction de biens à Tombouctou, alors que d'autres responsables de crimes restent dans la nature. Dites-nous quel regard vous portez sur ce procès. Découvrez le site des savoirs de RFI, la nouvelle bibliothèque virtuelle qui vous permet de tout comprendre sur l'histoire, les sciences, la santé et bien d'autres sujets. Plongez dans les dossiers organisés par thème pour apprendre et enseigner avec des cours de français, approfondir vos connaissances et rejoignez la communauté sur savoir@rfi.fr. RFI Savoir, les clés pour comprendre le monde en français.